Bonsoir, oui, vraiment un invité exceptionnel, je suis ravie qu'on est ici. Il s'agit de Michael Vaillant et vous allez voir, le personnage n'est pas tout à fait banal, ne serait-ce que par l'étendue de ses compétences et par ce qu'il a fait dans le domaine ufologique. Alors, je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que comme Michael Vaillant fait partie du GEPAN, il s'exprimera ici en son nom propre, et pas du tout au nom du GEPAN, parce qu'il peut avoir quelques petites divergences de vues. Il fait un boulot absolument passionnant, et il m'a donné, je dois reconnaître, une image assez différente du GEPAN de celle que j'avais. Il est de mode, je ne sais pas trop bien pourquoi, maintenant, chez les ufologues, de décrire le GEPAN, et je m'aperçois, c'est que les ufologues ne savent pas ce qui s'y produit. Alors ça, on verra ça avec Michael. Je vous dis tout de suite, le thème de cette émission, enfin moi personnellement je le considère comme quand même très excitant, c'est que, et nous allons le voir avec Michael, pour la première fois, depuis 1945, une étude mathématique a permis de découvrir un ordre caché expliquant certains comportements des ovnis. Et jusqu'à maintenant, toutes les tentatives qui avaient été faites s'étaient avérées infructueuses. Alors, Michael, je vais d'abord vous demander, parce que c'est un peu compliqué, de vous présenter qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez faire en ufologie. D'abord, alors qui êtes-vous, Michael ? Alors, bonjour, bonsoir, merci Marie-Thérèse. Tout d'abord, pour commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander de me tutoyer parce que ce sera plus simple, puisque dans la vie on se tutoie, privée, d'accord, accordé. Bon. Je vous remercie, et bon. Je te remercie, voilà. Alors, dans la vie, j'interviens pour le GEPAN depuis quelques années, depuis 2007 exactement, en tant que expert en traitement de l'information. Alors, expert, c'est un grand mot, ça veut tout et rien dire. En fait, je travaille sur des outils à la fois pour le GEPAN, pour améliorer en interne ce qui s'y fait, en particulier sur les bases de données, et j'arrive aussi parfois ne sois pas trop modeste, enfin je serai là pour faire la pub. Merci. À travailler sur des enquêtes où j'interviens là sur l'aspect aussi analyse de données, en particulier sur tout ce qui est film, photo et reconstitution, quand c'est un peu pointu dans ce domaine, voilà. Oui, mais ce qui est assez bizarre, on va pas faire tout ton parcours brillantissime, mais comment est-ce que tu as atterri au GEPAN ? C'est quand même bizarre pour un type comme toi. Oh, c'est une longue histoire, mais en fait j'avais pas mal couru après le GEPAN dès 2004. J'avais rencontré en Corse le responsable de la communication à l'époque, qui s'appelait Arnaud Benedetti, et je lui avais dit, écoutez, j'ai entendu dire que le GEPAN... alors c'était pas le GEPAN à l'époque, c'était encore le CEPRA, mais était en chantier pour effectivement se reconfigurer, et ça m'intéresse, et effectivement je souhaite y participer, apporter mes compétences en informatique. Et il m'avait dit ok, revoyons-nous d'ici un an, parce que c'était encore à l'état de réflexion. Je l'avais revu sur Paris un an après, effectivement. Là il y a eu un entretien qui s'était bien passé. Il m'avait proposé de voir à ce moment-là Jacques Patnais, et qui avait été nommé responsable du nouveau GEPAN. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu apportais comme outil ? C'est ça, c'est que tu apportais un outil au GEPAN. Oh, alors ça c'est une discussion qu'on a eue ensemble avec Jacques Patnais. Je lui ai proposé effectivement de travailler sur toute la chaîne de traitement de l'information, et en particulier tout ce qui concernait, et c'était le gros problème à l'époque, la question du suivi de l'information, c'est-à-dire faire en sorte qu'une enquête, du commencement à la fin, soit effectivement tracée, que l'on puisse dire qui a enquêté, qui a fait quoi, et qu'on puisse disposer d'outils derrière pour avoir un retour sur l'efficacité du GEPAN, parce que c'était vraiment le problème, savoir est-ce que finalement on traite bien les demandes des témoins, est-ce que l'on le fait à temps, et est-ce qu'on n'oublie pas, comme ça a pu être le cas dans le passé, des témoins qui ont pu être effectivement empilés dans un dossier qui s'est oublié. Alors ça, pour ne surtout pas recommencer ce genre d'erreur, il fallait effectivement des nouveaux outils, sachant qu'il y avait bien une base de données au GEPAN, mais elle historisait uniquement des données d'observation, c'est-à-dire descriptives. Il n'y avait rien sur, encore une fois, le suivi, et le qui a fait quoi. Alors ça, c'était un aspect.
puis il y avait un autre aspect, on en reparlera un peu plus tard, sur lequel j'avais interpellé le GEPAN, c'était tout l'aspect cartographie. Cartographie de l'information, à savoir être capable de visualiser les témoignages pour travailler sur des statistiques, faire en sorte de faire parler les témoignages sur la durée. Donc voilà, et effectivement, Jacques Patnay à ce moment-là a répondu positivement, et nous avons commencé à travailler, alors dès 2006 en fait, mais un peu de façon à nous connaître, et en 2007, là j'ai réellement commencé à travailler au GEPAN, en ayant un bureau là-bas, et j'ai travaillé en particulier sur le lancement du site internet du GEPAN. Alors ça c'est quand même important parce que ça a été un vrai phénomène, hein, le lancement du site du GEPAN. Absolument. Le CNES en a très sauté, hein, si je peux dire. Exactement. Alors ça a été la grande révolution parce que faut savoir quand même que le GEPAN, qui veut dire groupement d'expertise et d'information, avec ce fameux I sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, avait précisément pour mission, pour répondre aux critiques passées, de publier ces informations et de les rendre disponibles sur Internet. Et donc, en 2007, ouverture du site internet du GEPAN, et là, chose un peu inattendue, même si on pouvait le pressentir, il y a eu un engouement international, et tout le monde a voulu évidemment se connecter en mars 2007 sur le site du GEPAN. Et on a assisté à l'explosion du site internet. Mais l'explosion non seulement du site du GEPAN, mais du site du CNES. Absolument, et du site du CNES en rafale, en domino. Les ovnis ont fait exploser le CNES, qu'on se le dise. Et c'est très intéressant parce qu'en plus, ça montre, et ça nous a permis à partir de cette époque, de suivre la fréquentation du site et de montrer à quel point cela intéresse les gens. C'est-à-dire à quel point les informations sur les ovnis, c'est pas du tout un sujet secondaire dans l'esprit du public, mais c'est vraiment un sujet qui est, alors bien sûr, qui peut rester amusant, mais qui est quand même une source d'intérêt et de suivi quand même sérieux. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une personne qui aujourd'hui témoigne, elle peut aller voir sur Internet, maintenant sur le site du GEPAN, après enquête, son témoignage et voir ce qu'il a été dit. D'accord, bon. Mais alors, je précise immédiatement que, en dépit de ta collaboration très active au GEPAN, tu ne veux surtout pas qu'on te définisse comme un ufologue, hein. Ah, c'est toujours difficile avec les définitions. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être emprisonné dans un cadre. Et alors c'est vrai que le mot ufologue est un peu compliqué pour moi, d'autant que ce que j'aime souvent répéter, c'est que je n'aime pas trop les témoignages, pour ainsi dire, ou les cas pour les cas, c'est-à-dire vraiment l'étude individuelle, un peu comme un pot de confiture un peu gourmand où on irait piocher pour se faire plaisir. Non, j'ai une. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère une analyse un petit peu distanciée, un peu froide, justement par rapport au phénomène, où on n'est pas trop proche du sujet pour justement pas trop se faire embarquer, et essayer d'avoir un peu cette distance. Alors peut-être scientifique, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas cette distance un peu neutre vis-à-vis du sujet, et donc cette approche qui permet finalement de ne pas être partisan, parce que j'ai tendance, et je le sais, sur un témoignage, à vouloir être trop proche souvent par empathie du témoin, et à vouloir effectivement à vouloir faire plaisir, et on a tendance à vraiment à vraiment se dire bon, j'espère qu'il a raison, j'espère que c'est ça, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dangereux. Alors quand on étudie un phénomène aussi dérangeant que le phénomène OVNI, moi je dis le phénomène parce que ça englobe beaucoup plus de choses, il se pose tout de suite une question, surtout au niveau où toi tu te trouves, c'est est-ce qu'on peut prouver, parce que c'est quand même ce que tu cherches à faire, l'existence d'une intelligence des ovnis. On va pas parler de l'existence des ovnis, on s'en fiche, parce que si vous écoutez cette radio, c'est que vous croyez en l'existence des ovnis, quoi que ce soit que vous mettiez derrière ce vocable, mais est-ce qu'on peut prouver l'existence d'une intelligence derrière les ovnis? Ouais, c'est toute la question en fait. C'est vrai que parler d'ovnis, donc d'extraterrestres, c'est un peu compliqué, je trouve. Peut-être que parler d'intelligence, c'est un peu plus simple. Alors, ça veut dire quoi déjà, intelligence? Pour moi, ça veut dire
est-ce que le phénomène OVNI peut répondre à une activité, un sens qui soit logique, c'est-à-dire qui soit structuré dans le temps. Et je trouve ça intéressant parce que si on arrive avec le travail, avec les études, à trouver ce sens, on peut alors commencer à discuter et à poser des hypothèses sur les auteurs, et savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est leur stratégie derrière, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc là, tu as une idée bien précise en tête, hein, ça, on va y aller doucement. On va y aller doucement, mais, doucement, oui. Mais effectivement, il y a toute la question de la preuve en fait. Cette preuve, savoir qu'est-ce qui fait foi là-dedans. Sur quoi on peut s'appuyer. De toute façon, ça se dépend au niveau du classe, il y a différentes formes de preuves, différentes sortes de preuves. La preuve juridique n'est pas la preuve policière, n'est pas la preuve psychologique. Il y a des arguments qui peuvent avoir valeur de preuve devant un tribunal quand il s'agit de témoignages. Absolument. Et il y a la preuve scientifique. Et c'est vrai qu'au niveau du GEPAN, on est plutôt dans la preuve, ce qu'on appelle juridique, c'est-à-dire que on est à essayer d'apporter l'intime conviction, et on essaye de se donner l'intime conviction sur un classement de phénomènes, mais par exemple s'il est classé, alors D pour rappel, classement des phénomènes. Attends, je te coupe pour que ça soit bien clair, oui. Hein, parce que au GEPAN on ne parle pas d'OVNI, on parle de PAN, phénomènes aérospatiaux identifiés, mais il y a 4 classes de PAN, voilà. Les PAN A, B, C, D, et alors tu dis, toi, que les ovnis, il faut pas confondre PAN D et ovnis. Alors moi j'avais tendance à dire que tous les ovnis à peu près plausibles, c'était des PAN D. Non, alors il y a une petite subtilité de langage, alors c'est vrai que, rien de méchant, en fait l'idée c'est de dire que les ovnis, si on veut, c'est une sous-catégorie des phénomènes de type D. Alors, pourquoi le voir comme ça? Qu'est-ce que c'est que les phénomènes de type D alors? Les phénomènes de type D, du point de vue du GEPAN, ce sont les phénomènes qui sont non identifiés et qui restent non identifiés après enquête. C'est-à-dire que une fois que l'on a pu explorer toutes les pistes possibles pour expliquer un phénomène, si il s'avère qu'on n'a rien trouvé, on classe le phénomène D. Alors, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de PAN D qui ne relèvent pas du tout de la catégorie OVNI. Alors voilà, c'est-à-dire que dans les PAN D, il peut y avoir, par exemple, des lumières qui ont des comportements bizarres, mais qui n'ont pas le sens d'objet au sens objet matériel, ni forcément le sens volant qu'on peut entendre dans OVNI au sens une conduite dynamique avec un comportement dynamique dans l'air. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Et donc on travaille bien avec les PAN D. Et pour revenir à cette histoire ou à cette idée de preuve sur ce qui peut faire office de preuve aujourd'hui, on travaille effectivement sur une preuve juridique, c'est-à-dire au sens on essaye d'acquérir l'intime conviction qu'effectivement il n'y a pas d'autres phénomènes qui puissent expliquer, et on le classe ainsi en fonction de notre intime conviction. Après demain, il peut y avoir quelque chose un élément nouveau, qui soit scientifique, une découverte, soit un élément matériel ou objectif de l'enquête, qui amène à changer la classification et à la faire évoluer. Et un PAN D peut tout à fait se retrouver à ce moment-là classé PAN B ou A. Et à l'inverse, je tiens à le préciser, il peut y avoir des erreurs. Un PAN A ou B peut être déclassé en PAN D parce que à un moment donné l'enquête a peut-être été mal faite ou il y a des éléments qui ont été oubliés. Alors je m'empresse de préciser quelque chose qui va certainement intéresser nos amis qui ont suivi ce dossier. Grâce à toi, parce que c'est bien grâce à toi, l'affaire de Goldfish maintenant va être classée PAN D. Hein? Tu voulais pas que je le dise, peut-être? Non, c'est gentil de dire grâce à moi, en fait, mais heureusement qu'il n'y a pas grâce à moi, c'est une collaboration. Oui. Alors c'est vrai que j'ai travaillé sur l'affaire de Goldfish et j'ai été sur le site de la centrale nucléaire, interviewé le témoin, et on a pu effectivement, grâce à ces éléments, porter un éclairage nouveau, et on l'a fait ensemble aussi avec les experts du GEPAN. Et justement là, une approche collaborative qui était importante,
parce que si on l'avait pas eu, moi personnellement, je ne me sentirais pas simplement aujourd'hui responsable, et je ne voudrais pas être le seul responsable d'une classification ou d'une reclassification comme ça. Non, c'est vraiment un travail à plusieurs, et effectivement, j'ai apporté là-dedans ma contribution qui je pense était intéressante, parce qu'on a travaillé sur une reconstitution effectivement de la centrale et de l'environnement. Oui, c'est important parce que beaucoup d'ufologues ont suivi l'affaire de Golfech, ont été horriblement désappointés, pour ne pas dire plus, parce que le GEPAN était très 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 critiqué à ce sujet, de la façon dont le GEPAN envisageait l'affaire Golfech. Bon, alors maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre, hein, si on peut dire. Alors voilà, bon, ça fera plaisir certainement à des ufologues, et après il faut se dire qu'on fait jamais plaisir à tout le monde. Je pense que ça fera pas plaisir à des sceptiques. Donc c'est vrai que c'est toujours une question de chèvre et de chou. Il y a des gens qui sont effectivement d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et par essence, c'est vrai qu'au GEPAN, on fait jamais vraiment plaisir à tout le monde. Hein. C'est un peu comme ça. Bah, vous avoir fait ce choix. Bon. Voilà. Alors nous allons revenir à cette chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prouver l'existence d'une intelligence derrière le phénomène OVNI? Alors, voilà, donc je reviens à la question de la preuve. Et on avait parlé de preuves, effectivement, juridiques. Et en particulier, alors, l'idée, c'est de rentrer un peu plus sur la preuve scientifique. Alors, le problème de la preuve scientifique aujourd'hui, c'est que les témoignages individuels, finalement, ils ont plus beaucoup de valeur. Beaucoup de gens le disent. C'est pas parce qu'un excellent témoignage, prendre un cas caricatural, mais une soucoupe volante peut se poser dans votre jardin, vous avez des magnifiques photos, vous les publiez sur Internet, eh bien, vous changerez pas la face du monde. Enfin, ça fera pas bouger d'un iota, je pense. Enfin, c'est les choses. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une grande décrédibilisation des phénomènes qui ont été finalement amenés à la fois par le fait qu'on puisse falsifier n'importe quel type de document, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les vidéos sur YouTube, bon, elles sont pas sourcées, c'est d'autant plus compliqué. Mais je m'empresse de dire que je me suis amusé puisque j'ai un logiciel très sympa qui permet de faire des fausses observations OVNI. Moi-même, j'ai balancé sur le net, mais à titre de gag pour savoir comment ça serait accueilli. Des fausses vidéos d'OVNI qui ont été accueillies comme d'excellentes observations. Alors tu prêches bien convaincu quand tu parles de ça. Hein. Et là, c'est vrai que c'est assez facile aujourd'hui. Avec les outils que l'on a, les outils informatiques, c'est devenu de plus en plus facile de raconter des faux et de créer tout et n'importe quoi sur Internet. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas toujours de vrais documents ou de vraies informations, heureusement, mais en tout cas qu'il y a une remise en cause assez globale qui peut se faire et s'effectuer, et on peut balayer du revers de la main de toute façon n'importe quelle observation individuelle. Alors, je me suis dit, mais bon, alors si l'observation individuelle effectivement n'a plus vraiment de valeur, comment on peut sortir un peu de ce piège? Parce que si c'est pas l'enquête, et c'est ce que je pense que tout le monde continue à essayer de chercher malgré tout, qui va enfin révéler la vérité, qui va pouvoir définitivement asseoir l'existence des phénomènes, peut-être qu'il y a une autre approche qui serait peut-être plus raisonnable dans ce cas-là. Et c'est une approche globale qui serait de considérer l'ensemble des phénomènes. Pris par exemple depuis 1947, depuis que les phénomènes vraiment dans l'esprit du public sont connus, jusqu'à nos jours, prendre ces témoignages et essayer d'observer si dans cette masse d'informations, qui pour le coup est colossale, autant on peut dire que dans un témoignage individuel il n'y a pas beaucoup d'informations, autant sur un ensemble de témoignages comme ça, il y a une masse colossale d'informations. Est-ce qu'on peut pas trouver là un sens caché? Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver quelque chose qui soit une espèce de colonne vertébrale qui soit la signature de l'activité des phénomènes? Alors bien sûr, ça a été cherché pendant longtemps. Et trouver cet ordre caché dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas chose facile. Mais je me suis dit, peut-être avec un peu de méthode, on peut poser des choses. Alors, déjà, travailler sur les données, alors les données OVNI, données de témoignage, il y a beaucoup de données. Mais il y a deux données
qui sont systématiquement quasiment présentes tout le temps. C'est la date d'observation et c'est le lieu d'observation. La date d'observation, c'est simple, hein, c'est tel jour, et ça va finalement nous donner des informations statistiques sur la durée, sur l'activité en général du phénomène. Que dans une région, voilà. Oui. Et le lieu d'observation, et c'est cela que j'ai commencé à regarder, alors à l'époque c'était déjà en 2003, 2004, on va le raccorder à l'environnement et à des choses qui se passent dans l'espace. Alors ça c'est très passionnant, je suis obligée de dire, parce que j'ai fait un long débriefing avec Michael, qui a tendance à s'exprimer dans un jargon de scientifique et de balancer des équations que je serais incapable de lire à voix haute d'ailleurs, alors pour qu'il s'exprime clairement. Et alors effectivement, il a dégagé des constantes qui sont absolument fascinantes. Hein. Alors, voilà. Et alors, il y a des constantes. Et pour en arriver là, et pour arriver à les dégager, je me suis dit, comment procéder? En fait, il y a des conditions assez logiques par rapport à l'environnement. Je me suis dit qu'on pouvait toujours, finalement, classer un phénomène dans 3 catégories. Soit le phénomène traverse l'environnement de façon passive, c'est-à-dire qu'il n'a rien à dire à l'environnement, c'est quelque chose qui est transitoire, comme par exemple un avion qui vient de quelque part, qui passe au-dessus de votre ciel, de votre tête, et qui s'en va, et qui va autre part, mais par contre qui n'est là que parce qu'effectivement, à un moment donné, il doit traverser la zone. Donc il n'a rien, ce phénomène, à voir avec l'environnement. Mais après, il y a 2 types de phénomènes. Il y a des phénomènes qui viennent, comme cet avion, de l'extérieur, mais qui viennent dans votre environnement. Alors, parce qu'il y a un intérêt pour eux dans cet environnement. Alors, ils viennent soit chercher une information, collecter quelque chose, soit effectivement échanger quelque chose avec l'environnement. Alors, nous prenons 2 exemples très gros. Par exemple, oui. l'OVNI de Monsieur Mas, qui vient se poser dans son champ de lavandin pour arracher un plant de lavandin. Exemple, voilà, exemple très gros. Ou alors exemple moins gros, le drone qui vient surveiller effectivement une infrastructure et qui s'en va. Et donc qui vient collecter de l'information. Mais qui vient pas autour de n'importe quelle structure. Voilà. Hein. Ça, tu l'as déterminé statistiquement. Hein. Et comme toujours, le phénomène, ou un phénomène, ou ça peut même être nous, on va quelque part parce qu'on a un objectif. On a un objectif dans ce lieu. On va prendre nos vacances aux Seychelles parce qu'on aime les Seychelles, il y a du soleil, etc. Il y a quelque chose dans l'environnement qui nous plaît. Et la 3e catégorie, c'est toujours par rapport à l'environnement. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient chercher une information dans l'environnement. C'est l'environnement, il y a quelque chose dans l'environnement qui génère le phénomène. Alors par exemple, encore, ça peut être des gaz de marée. À un moment donné, il y a des phénomènes, effectivement, de création de méthane et de création de bulles qui s'enflamment et qui créent des gaz de marée. Donc c'est l'environnement et c'est sont les conditions locales là qui permettent de créer le phénomène. Autre exemple de phénomène créé par l'environnement, ça peut être des lanternes thaïlandaises qui sont jetées par des témoins, et c'est parce qu'il y a de la population là qu'on les remarque. Oui. Qu'on les remarque. Mais est-ce qu'il n'y a pas simplement également une volonté de ce qu'on appelle maintenant une monstration? C'est-à-dire? Eh bien, le phénomène a envie de se faire voir, tout simplement. Il n'a rien à ramasser, il n'a rien à faire, il veut montrer qu'il est là. Alors, même si c'était le cas, ça voudrait dire que le phénomène veut se montrer à des personnes, il y a des individus. Donc il va cibler des populations. Ça veut dire que le phénomène vient dans l'environnement, il vient pas n'importe où, il vient pas là dans le désert, il vient pas prêcher dans le désert. Ah bon, on ne sait pas, il vient peut-être dans le désert, on ne sait pas, puisqu'il n'y a personne pour le relater. En tout cas, tel que tu me l'as exposé, s'il doit se montrer, c'est peut-être pour se montrer à des personnes. Alors, peut-être qu'il vient sans aucun but précis dans le désert. Hein. Alors là, je veux pas, je n'en sais rien. Non, mais extravagant, par exemple. On sait qu'il y a des caméras qui tournent en permanence et qui filment le popo, le popo Catépelt. Bon. Oui. Moi, j'ai essayé de me balader dans la région et à un moment, mon ordinateur était en permanence branché sur le popo, qui était un de mes héros. Bon, effectivement, on voit de très beaux ovnis, et c'est pas une région particulièrement habitée. Donc là, on a la chance, parce qu'il y a des caméras, de filmer des ovnis qui, en temps normal, ne seraient rapportés par personne. Oui, mais est-ce que tu ne tombes pas dans ce cas-là, dans la 2e catégorie que je te décris, c'est-à-dire le phénomène vient dans l'environnement parce qu'il y a un volcan,
et parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant autour du volcan. Et donc c'est bien ce que j'ai cherché, c'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir essayer d'identifier dans l'environnement ce qui pouvait intéresser les phénomènes. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, et pour ça j'ai fabriqué un site web qui s'appelle Usphère, et sur lequel j'ai essayé de regrouper toutes les données environnementales qui pouvaient effectivement être susceptibles d'intéresser peut-être, alors je mets un grand peut-être, mais statistiquement tu montres quand même quelque chose de bigrement intéressant. Pourquoi ? Alors pourquoi je dis peut-être, et alors comment j'ai choisi ces variables environnementales ? En fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui... si on s'intéresse à l'environnement, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans l'environnement ? J'ai travaillé un petit peu de façon très caricaturale, c'est-à-dire je suis parti chercher dans l'environnement ce qui est le plus susceptible d'avoir, entre guillemets, de la valeur par rapport aux équilibres environnementaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est susceptible d'apporter la plus grande perturbation quelque part dans l'environnement. Et donc, j'ai dégagé ce qu'on appelle les risques systémiques environnementaux, c'est-à-dire des catégories de phénomènes naturels qui se produisent dans l'environnement et qui sont susceptibles de mettre à pas les équilibres. Alors, derrière aussi cette réflexion, il y a des questions de nature philosophique, mais on y reviendra sur la fin, qui ont orienté ce choix. Et donc je cite quelques variables. Par exemple, il y a dans les risques environnementaux le fait qu'un énorme volcan puisse péter. Il y a dans les risques environnementaux le risque sismique aussi, dans les risques géologiques. Il y a les risques ensuite de nature humaine. Et donc par exemple, tout ce qui concerne les centrales nucléaires, enfin c'est le vieux dada en ufologie, mais il y a aussi tous les risques qui vont concerner la nature au sens pollution. Donc tout ce qui va être site de nature industrielle, qui pollue gravement, ou même, par exemple, les débris causés par les guerres, la Seconde Guerre mondiale, qui ont laissé beaucoup de polluants dans les sols, dans le nord de la France. Et puis, il y a le risque, toujours dans la nature, il y a le risque solaire. Alors ça, c'est un risque qui est moins connu, mais il existe, c'est-à-dire que le Soleil est susceptible, alors bon, c'est mal maîtrisé aujourd'hui, mais la NASA s'y intéresse fortement, de produire un jour une méga éruption qui mette à plat notre électronique et le monde dans lequel on habite. Bon, ça, ce sont encore des choses qui sont du domaine... Les émissions de masse coronariale, hein. C'est exactement les élections. C'est exactement ça. Donc, ce sont des choses qui sont du domaine des études, mais c'est quand même des choses à suivre. Donc, voilà, je suis parti sur ce travail. Pour s'éparpiller pas trop, tu as fait toute une liste. Alors, dis-nous tout de suite le nom, la crème de la crème. Quelles sont les zones les plus intéressantes statistiquement et qui prouvent le plus d'activité OVNI? Je te bouscule, je sais, mais je te bouscule parce qu'il faut avancer. Hein. En fait là-dessus, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai effectivement dû mettre ce travail à un moment donné en jachère parce qu'il était très complexe mathématiquement à mener. Ce que je voulais arriver à travailler derrière, c'est à travailler des équations qui permettent de mesurer si, là où il y a des phénomènes, il y a certains types de variables environnementales. Si par exemple, là où il y a des phénomènes, il y a bien des centrales nucléaires, et si on peut mesurer effectivement ce degré de rapprochement, on dit de corrélation. Et effectivement, ce travail qui a été mené, mais qui n'a pas été mené immédiatement, il a été mené des années après, et je précise, il a été mené avec un laboratoire de mathématiques à Toulouse, qui m'a permis d'avoir aussi des outils de mathématiques pour le travailler, nous a permis d'arriver effectivement à ce genre de conclusion, mais avec des valeurs, je tiens à le dire, chiffrées, c'est-à-dire qu'on a vraiment derrière pu mesurer le niveau de corrélation et de validité des hypothèses. C'est-à-dire que le travail qu'a fait Hastings ou Salas par exemple, qui ont beaucoup étudié les rapports des ovnis et du nucléaire,
ils se basaient sur des exemples précis, sur des cas précis où ils attribuaient l'activité OVNI à une activité de centrale, etc. Tandis que toi, tu arrives à dire, statistiquement parlant, tant de pourcents des cas sont comme sollicités et appâtés par les sites nucléaires. C'est quand même... Alors voilà, on peut mettre le mot appâté si, oui. si effectivement on pense qu'il y a une intelligence. Alors, mais jusqu'à présent, j'étais resté très très neutre. Enfin, je pense qu'il faut regarder froidement les résultats d'une étude et effectivement voir ce qu'elle veut dire sans aller trop loin. Et alors ça, quand même, les résultats de cette étude, je les ai eus à peu près en 2011. Bien avant ça. Et c'est là où je veux aussi venir sur un sujet. En parallèle, j'avais avancé sur une autre piste. On reviendra sur cette piste, qui est importante. C'est important, nucléaire. J'ai avancé sur une autre piste, mais qui m'a permis aussi de faire avancer celle-là. La première recherche que j'ai faite en termes de corrélation environnementale, ça a été, comme je l'ai évoqué, sur le Soleil. Mais je l'ai cherché cette fois-ci dans le temps. Et pas dans l'espace, parce que c'était plus facile finalement. C'est-à-dire que dans le temps, le phénomène OVNI crée une forme de signal avec à des moments donnés particuliers des pics, c'est-à-dire ce qu'on appelle des vagues d'observation dans le jargon, où des centaines d'observateurs vont se mettre pendant des périodes très très courtes à voir des OVNI sur des régions et des zones géographiques assez restreintes. C'est ce qu'on appelle les vagues. Voilà. Et ces vagues ont été assez étudiées par les ufologues. Et a priori, elles ne laissent apparaître aucune structure. Et un peu naïvement, je me suis dit, je vais essayer de revoir ça. Et est-ce que je peux le revoir peut-être par rapport au Soleil, dans cette hypothèse un petit peu environnementaliste. Donc j'ai commencé à étudier le phénomène avec le Soleil et essayer de voir s'il y avait une corrélation entre les vagues et l'activité du Soleil. Et finalement, il n'en est pas sorti grand-chose. Alors oui, par moment, certaines vagues tombent sur des demi-activités de la période d'activité du Soleil, alors qui est je le rappelle, à peu près 11 ans. Mais rien de significatif. Ouais. Par contre, ça m'a alerté sur un point. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc rigolo. J'ai mesuré précisément les durées qui s'écoulaient entre deux vagues d'observation. Et j'ai fait un calcul systématique grâce à un programme qui avait été mis au point par Jacques Vallée à l'époque, et j'ai réussi à retrouver un calcul systématique de toutes ces durées entre les vagues d'observation. Et je me suis rendu compte que finalement, alors ce n'était pas périodique au sens ça se répète tous les 6 ans, tous les 3 ans, mais non, c'était bien périodique, mais ça s'étalait dans le temps, c'est-à-dire que la durée entre les pics d'observation augmentait avec le temps. Et alors, je vais vous montrer un schéma qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, ces pics d'observation, alors j'ai commencé en 1947. Pour préciser aussi, j'ai pris pas sûr que ça se voit. Pas sûr que ça se voit. J'ai pris une très grosse base de données informatique d'un auteur qui avait fait un travail colossal, qui s'appelle Lariach, qui est américain. Il avait recensé 17 000 observations. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il avait vraiment fait un recensement par rapport à la presse et par rapport à la littérature mondiale. C'est-à-dire qu'il avait fait une couverture dans le temps qui était à peu près homogène. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça donne une courbe qui est assez représentative. Et donc, sur ces espacements, on s'aperçoit qu'il y a certaines courbes, certains pics, qui s'espacent dans le temps, mais qui s'espacent de façon extrêmement régulière. C'est-à-dire que le temps entre chacun de ces pics est doublé à chaque époque. Par exemple, une vague apparaît, la suivante est 2 ans plus tard, la seconde est 4 ans plus tard, la troisième est 8 ans plus tard, et tu retrouves donc cette progression. Cette progression. Qui est assez extraordinaire quand même. C'est une progression géométrique qui est assez extraordinaire. Alors, qu'on ne voit pas apparaître directement,
parce que en fait, on est omnibulé parce qu'on voudrait que ça paraisse avec une périodicité régulière, oui, et ça semble être complètement anarchique, et ça ne l'est pas. Alors, et ça semble être anarchique quand tu regardes le graphe directement comme ça des pics d'observation. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux systèmes de vagues qui se superposent, et ce qui fait qu'il y a une forme pseudo-aléatoire, en fait, qui apparaît quand on regarde les graphes. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a une même équation, qu'on appelle une équation exponentielle, alors excusez-moi du jargon, mais qui est cette fameuse loi, effectivement, de progression qui augmente de façon très rapide dans le temps, là, et cette même équation s'adapte parfaitement sur les deux systèmes de vagues. Et ces deux systèmes de vagues, donc, sont joints comme ça dans le temps. Et il y en a un qui commence en 1947, qui part des États-Unis, et il y en a un qui part de l'Europe quelques années plus tard, en 1952, je crois. 54. La grande vague 54. De 54. Il y a 52, mais c'est effectivement entre les deux. Et là, je me suis dit, mais c'est effectivement extraordinaire. Et ce que je n'ai pas réalisé tout de suite, c'est la caractéristique même de cette vague, c'est-à-dire que cet accroissement rapide, effectivement correspond à une équation. Alors moi au départ j'avais posé l'équation, je peux même vous la citer, vous allez voir. Pitié. Bon, vas-y, allez, je te refuse pas ce petit plaisir. C'est 10,351 fois exponentielle 0,357x. Vous voyez pourquoi j'ai demandé à Michael de nous... mais non, c'est très rigolo parce que d'abord j'ai regardé cette équation. Alors comme vous, c'est que des chiffres, c'est assez abstrait. Et puis finalement je l'ai transformé en notation de puissance, en enlevant l'exponentielle. Et là, ça fait 2,04 puissance x. X c'est la énième, c'est le xème système de vague, ou la xème période. Bon, écoute, nous avons pas tous ce mathélème, hein. Et voilà. Et là, 2 puissance quelque chose, comme tu disais, ça veut dire que effectivement, ça double le temps entre les vagues, double à chaque fois. Et là, je me suis dit, mais alors, ça ressemble à quelque chose que je connais déjà, mais ça n'a rien à voir avec le soleil, comme ce que je cherchais au départ. Et c'est bien effectivement lié au programme d'apprentissage. Alors pourquoi les programmes d'apprentissage ? Ça c'est génial, ce truc. Alors c'est génial. En fait, il faut savoir que si vous cherchez à mémoriser ou à apprendre une liste de mots en anglais ou dans une langue quelconque, ou même apprendre un poème. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez prendre. Soit vous décidez de réviser comme bon vous semble jusqu'à ce que ça rentre, soit vous décidez par exemple, comme le font les bachoteurs, de tout répéter à la suite jusqu'à ce que ça rentre dans votre crâne. Soit il y a une méthode de feignant, pour ainsi dire, qui a été découverte, c'est que vous espacez vos leçons dans le temps en doublant à chaque fois le temps entre vos leçons. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre à T, et puis ensuite à T plus 1, puis plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Alors pourquoi faire ça ? C'est une méthode pour dépenser le moins d'énergie possible, parce qu'en fait, entre chaque réapprentissage, vous allez avoir oublié des choses. Votre cerveau aura commencé à dégrader un peu l'information que vous avez acquise. Et à ce moment-là, vous réapprenez, mais vous ne réapprenez pas tout, vous réapprenez uniquement ce que vous avez oublié. Donc vous vous concentrez sur l'essentiel, sur ce qui est difficile. Et l'intérêt aussi d'attendre, c'est qu'en général, ça vous permet de vous retrouver dans un contexte un petit peu différent, qui vous permet toujours d'arriver sur l'information un peu avec un regard neuf. Alors je vais vous montrer un deuxième schéma, je ne sais pas si on va le voir. Et je m'empresse de vous dire que c'est un phénomène que les musiciens connaissent bien quand on veut apprendre une partition par cœur. Voilà. Le meilleur moyen de la mémoriser, c'est la laisser dormir. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut la laisser dormir un temps 1, la reprendre, et ne la reprendre qu'après un temps 2, et puis un temps 4. C'est la périodicité de ces périodes d'oubli. Voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est que tu es en train de nous expliquer que le mécanisme de la mémorisation se fait grâce à une périodicité bien spécifique, voilà, et que les vagues d'apparition d'OVNI se manifestent selon une périodicité bien spécifique. Qui est basée sur la même
j'ai envie de dire, sur le même paramètre de doublement, c'est-à-dire une puissance de 2. Vous voyez déjà là se profiler la notion d'apprentissage. Et la puissance de 2, attention, elle sort pas complètement du chapeau parce que aujourd'hui, vous pouvez télécharger sur Internet des logiciels qui vous permettent effectivement de vous aider à faire ce travail et qui vont mesurer le temps entre vos apprentissages. Et des études qui ont été faites. Slow. Alors ça s'appelle Spaced Repetition. Si vous allez voir sur Internet, vous pouvez trouver des choses sur Wikipédia. Et effectivement, on s'est rendu compte que le meilleur compromis, c'est ça, c'est le doublement. Alors après, sans rentrer dans le détail, mais les paramètres en fonction du niveau d'abstraction des données, de la difficulté, plus c'est loin de vous, en termes de sujets et d'informations, plus ça va effectivement mettre du temps. Mais autre chose aussi, ces mécanismes d'apprentissage, on s'est rendu compte qu'ils sont aussi valables pour des chaînes de travail ou encore pour des groupes de personnes, des groupes collectifs d'individus qui vont être ensemble sur un sujet et qui sont effectivement en train, par exemple, d'acquérir de nouveaux mécanismes. Et non seulement c'est valable, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces lois d'apprentissage qui s'appliquent à l'échelle de groupes ou de la société, mais en plus ces temps-là sont d'autant plus augmentés que le groupe d'individus ciblés est important. Alors, c'est augmenté quand on parle en fait d'informations qui est donnée au groupe de façon, j'ai envie de dire, parcimonieuse, c'est-à-dire en passant par un individu qui ensuite sert de réseau et donne aux autres individus. On n'est pas là dans une communication massive, ouverte et brutale. On est là dans une stratégie de communication où il y a un chef, par exemple, d'atelier, à qui on donne l'information, qui ensuite va transmettre son savoir à ses collaborateurs. Et c'est comme ça qu'une information se diffuse dans la société humaine aussi. Au niveau national, l'information passe par des gens qui ensuite la retransmettent, etc. Et ça, ces mécanismes effectivement de mémorisation à l'échelle des groupes et de la société sont tout à fait les mêmes en termes de loi, sauf qu'ils s'appliquent avec des durées qui sont énormément augmentées. Et elles sont d'autant plus augmentées que le groupe d'individus, le groupe social est important. C'est important, oui. Voilà. Alors moi, je propose qu'on fasse une petite pause, mais nous n'allons pas appliquer cette loi de mémorisation, c'est-à-dire que nos pauses ne seront pas doublées comme durée. Alors, petite pause musique. Alors, nous sommes bien sur Radio Ici Maintenant, et nous continuons notre émission, l'émission Marie-Thérèse Obros va plus loin avec, et ce soir, c'est avec le brillantissime Michael Vaillant, qui est en train de nous embarquer sur comment les ovnis nous enseignent quelque chose. Et nous sommes à l'école avec eux. Voilà. Alors, donc je reprends sur cette petite histoire. Et j'avais terminé, mais juste sur le moment, cette histoire d'équation qui permettait de décrire effectivement les vagues d'observation et de décrire en particulier la façon dont elles étaient régulièrement espacées dans le temps. Alors cette équation est extrêmement précise, en plus du point de vue mathématique, c'était assez stupéfiant, mais en tant que tel, difficile de conclure quand même sur l'hypothèse de l'apprentissage. Alors je me permets, parce que c'est quand même un petit peu ce que Jacques Vallée proposait dans sa fameuse et un peu nébuleuse théorie du contrôle. C'est ça. Le contrôle, c'était une hypothèse très séduisante quand on avait enfin compris ce qu'il voulait bien dire, mais qui n'était pas effectivement appuyée statistiquement, c'était une hypothèse d'intuition. C'était une idée, je pense, une bonne idée, puisqu'effectivement, il y avait des signaux importants, qui sont ces vagues qui surgissaient brutalement au cours du temps, et dont on ne savait pas trop expliquer le sens. Et l'idée là du contrôle, qu'on appelle aussi apprentissage supervisé, c'est l'idée de dire qu'il y a finalement un prof, un superviseur qui vient et qui dit, voilà, maintenant il faut apprendre, c'est l'heure de la leçon, et qui s'en va, et qui revient pour chaque leçon, et qui revient des moments et des instants très précis. Donc ça donnait finalement de l'eau au moulin à cette histoire, et ça permettait de se dire pourquoi pas cette hypothèse, elle peut tenir le coup. Simplement, bon, en tant que tel, c'était quand même un peu court, et j'ai continué à vouloir creuser aussi parallèlement, et ça je n'avais pas arrêté, l'histoire qu'on a abordée tout à l'heure de la représentation cartographique. Et oui, c'est-à-dire le côté spatial. Le côté spatial des données, voilà.
Alors c'était très intéressant. Alors ce côté spatial, effectivement, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait deux enseignements qui sont sortis. Il y a une corrélation, et là c'était un petit peu entre guillemets attendu, mais avec toute l'activité nucléaire, et je précise pas que les sites nucléaires, les centrales nucléaires, mais l'ensemble de l'activité nucléaire en France. Mais il y a aussi, et là c'était complètement nouveau, une très forte corrélation avec tout ce qui concerne les sites pollués. Donc effectivement, et ça, mon hypothèse là-dessus, j'étais content parce qu'elle se vérifiait. Les zones chimiques qui pouvaient atteindre durablement le sol, ou les industries qui sont susceptibles d'engager un risque important pour l'environnement, pouvaient effectivement présenter cette corrélation. Alors évidemment, pour ceux qui s'en doutaient, il y a aussi une corrélation, et qui était dans le modèle, avec la population, c'est-à-dire que, et c'est le premier critère, c'est-à-dire que là où il y a des observateurs, là où il y a potentiellement des témoins. Oui, mais alors tu permets quand même, il est bien évident que quand les gens habitent dans une zone d'activité nucléaire, ils sont quand même conscients des risques qu'ils prennent en vivant là, et est-ce qu'ils ne risquent pas de développer une psychose qui pourrait les amener à imaginer qu'ils voient des signes dans le ciel plus facilement? Complètement. Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit, mais voilà, il y a peut-être des gens qui, à ce moment-là, se font des idées, un peu terrorisés par ce qu'on peut dire, ou peuvent commencer à imaginer en termes de conspiration qu'il se passe des choses. Il y a peut-être une composante sociologique. Et assez rapidement dans le modèle, alors c'est un modèle mathématique dans lequel toutes les variables cohabitent ensemble, hein. Il faut préciser que c'est pas un modèle où on met une variable et elle est mesurée seule. Les variables sont toutes mesurées ensemble, c'est-à-dire que s'il y a une variable qui doit prendre le pas sur une autre, c'est bien elle qui est absorbante. Et ce qui fait quand on met toutes les variables ensemble, il n'y a pas de variable entre guillemets cachée derrière les autres. Et ce qui permet de mettre à nu les choses. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas introduire dans le modèle une variable qui permettrait de mesurer ce que tu as dit, c'est-à-dire de déterminer si finalement les manifestations ne sont pas provoquées par des surréactions des individus, des endroits où les gens auraient tendance à témoigner plus que d'autres, parce que, par exemple, il y a le col de Vence à côté aussi, donc ils baignent dans une ambiance assez ovniesque, oui, pour ainsi dire, et du coup ils se bousculent au portillon des associations ufologiques et éventuellement du GEPAN. Donc, on s'est dit, comment éviter ça? Eh bien, il y a une bonne idée, qui a été de proposer finalement d'utiliser les phénomènes de type A en tant que variable explicative des phénomènes de type D. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. En gros, à l'œil, hein. Ouais, si à un moment donné vous avez des gens qui ont une propension à témoigner, quand ils témoignent, ils ne savent pas comment leur témoignage va être classé, là. Parce que le GEPAN va en faire. Ils témoigner A, B, C, D. Voilà, ils savent pas si ça va finir à A, B, C, D, donc ils témoignent. Et imaginons qu'ils aient une propension à témoigner dans une zone particulière. Alors à ce moment-là, après classification, le GEPAN qui quand même censément est pas forcément, est plutôt, j'ai envie de dire, reste à avoir un esprit critique, on va pas s'amuser à classer des pendés trop facilement. Surtout aujourd'hui, je dirais. Eh bien, cette classification, elle peut tomber, quand le témoin a rapporté son observation, soit dans le A, le B, le C ou le D. Et il ne sait pas où ça va tomber. Et s'il y a plus de témoins qui témoignent dans une région, eh bien, normalement, on devrait avoir plus de A, plus de B, plus de C, plus de D. On devrait avoir plus de tout. Bien voilà. Sûr. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'une catégorie qu'une autre. Parce que le travail qui est fait derrière, il reste le même. Et si vraiment le témoin est fantasque, ou si effectivement il y a un problème psychologique, on a des psychologues et on travaille avec des psychologues qui le verront et qui nous aideront à classer ça. Il y a l'identifier. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah écoutez, on va mettre finalement les phénomènes de type A, et on va voir si les phénomènes de type A suivent les phénomènes du type D en termes de présence sur le territoire français. Oui, au point de vue spatial. Au niveau spatial. Oui. Et donc, ça ne marchait pas du tout, et ça c'était très rassurant. C'est grisant, cette ça, histoire. C'est-à-dire que les phénomènes de type A ne sont pas du tout là où il y a des phénomènes de type D. Et B non plus, et C non plus. Et les B non plus, et les C, alors les C, attention. Ah. Les C, c'est une catégorie un peu ambiguë. Hein. Ambiguë, qui est moi j'appelle la catégorie poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, la catégorie C n'aurait jamais dû être
mises avec les autres. C'est-à-dire que dans la classification du GEPAN, on a A, un phénomène parfaitement identifié, tu l'as rappelé, B, on sait à peu près ce que c'est plutôt dans la catégorie des identifiés, et D, de l'autre côté, c'est on ne sait pas. Et le C, c'est on n'a pas les moyens de faire l'enquête, on manque d'informations, et donc on n'est pas capable de faire le job, on attend d'avoir plus. Et on ne conclut pas. Donc on ne classe pas. Et c'est ça. D'accord. Il faut. Et donc dans le C, on peut avoir un peu de tout. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est un peu, c'est la catégorie dans laquelle vous pouvez avoir du A, du B, du C ou du D. D'accord. Ouais. Donc on n'a pas pris pour ça les C. Et avec tout ça. Pour te résumer, pour compacter un peu, c'est-à-dire par exemple dans les zones dites nucléaires, on ne trouve que des phénomènes D et on ne trouve pas de A ni de B. C'est assez extraordinaire quand même. Alors voilà, on trouvera peut-être des A, c'est-à-dire que ce sont des moyennes. Là, on parle de statistiques, donc c'est quand même lissé sur le territoire. Oui. Mais effectivement, il y a cette corrélation avec les D sur les sites nucléaires. Il y a cette présence bien dans ce cas-là mise en avant par le modèle. Alors ça, je précise que c'est un papier quand même scientifique qui a été écrit et là qui est en cours de soumission, donc qui devrait être publié. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait sérieux. C'est une petite bombe, ça. Hein. Alors. Oui. Ici, on a sorti quelque chose de très intéressant aussi de cette étude. Et je vais vous le montrer à la caméra. On a sorti ce qu'on appelle une carte des résidus. Alors, c'est quoi les résidus? En fait, en cartographiant la présence des phénomènes de type D avec les sites pollués, les sites nucléaires et la population, on crée un modèle de la distribution des ovnis en France. Et ce modèle, c'est un modèle, j'ai envie de dire, informatique, on le soustrait à la distribution réelle, connue, des phénomènes de type D. Et on obtient une carte des résidus, c'est-à-dire des zones où il reste des phénomènes inexpliqués et il reste des anomalies à expliquer. Et là, je vous montre un schéma. Alors, voilà, qui est la carte des résidus. Alors cette carte, pour ceux qui ne peuvent pas la voir, je vais vous la décrire. On la voit bien sur l'écran. Et ceux qui sont à la radio, peut-être. Oui, d'accord. Voilà. Alors alors elle est très simple. Hein, elle est en niveau de couleur. Dans le sud de la France, vous avez tout le pourtour méditerranéen qui effectivement est en anomalie. C'est-à-dire que là, il y a une présence de Pandé une fois qu'on a supprimer tous les effets liés par les autres variables, ça remonte la vallée du Rhône, ça s'arrête à peu près à Lyon, ça suit un petit peu la vallée de la Garonne, légèrement. Qui est plus orange que rouge. Plus orange que rouge, oui. Ça suit les côtes, et surtout, dans le nord de la France, vous avez des zones en anomalie tout le long de la frontière, et aussi autour de la région parisienne, mais pas Paris. C'est-à-dire que vous avez toutes les régions, en fait, qui sont, j'ai envie de dire, un peu agricole et de culture. Alors, et la Bretagne, hein, la Bretagne a aussi un pic. Oui. Et alors, j'ai cette carte et là je me dis c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça peut être? Et j'ai cherché pendant qu'est-ce qu'on a pu louper dans l'information. Et effectivement, j'ai cherché pendant des semaines, pendant longtemps. Cette carte te semblait familière. Elle me semblait familière. Ouais, exactement. Oui. Je me dis c'est quelque chose. Alors j'essaye les cartes agricoles justement. Je cherche dans les bouquins de géographie des données sur le sol. Et on avait travaillé avec une base de données qui est une base de données européenne qui s'appelle Corinne sur les couvertures des sols, mais ça marchait pas bien. C'était soit des régions, soit d'autres. Et voilà. Et du coup, je me suis aussi dit, et si c'est de l'apprentissage, finalement? Si c'était de l'apprentissage, comment je pourrais, dans l'espace, retrouver la trace de cet apprentissage? Et là, je suis revenu un peu sur cette idée de courbe d'apprentissage. Bon, alors pourquoi pas, ça peut avoir du sens. Donc, s'il y a une volonté d'optimisation surtout, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que si le professeur est un peu feignant et il veut économiser son temps, il veut faire rentrer le message le plus vite possible et cibler vraiment ses moments et ses espaces. Donc il doit choisir il doit choisir dans le territoire où il arrive. Là où il risque d'être le mieux accueilli. Et si je devais retrouver cette hypothèse dans l'espace, qu'est-ce que je ciblerais? Alors, mieux accueilli, je sais pas.
Mais je me suis posé la question comme ça, en fait. Je me suis dit, s'il y a une classe d'individus, je parle à des individus, une classe d'élèves, mais je ne peux parler qu'à certains élèves, je ne peux pas parler massivement à tout le monde. L'OVNI n'arrive pas, il parle pas à tout le monde comme ça en se présentant. Bonjour, je suis là. Il parle à des individus, et je veux faire monter le niveau moyen de la classe. Alors, je veux faire apprendre peu de ce que je suis à la classe, alors puisque l'apprentissage concerne les ovnis, de façon un peu induite, c'est-à-dire que le phénomène se montre, on en reparlera après, mais il s'agit bien effectivement de s'habituer quelque part à la présence du phénomène, dans cette idée-là. Et j'ai une classe d'individus, encore une fois, et je veux faire monter le niveau moyen de ma classe. À qui je m'adresse? Comment je cible mes individus? Allez, à gauche. Eh bien, c'est simple. Je vais m'adresser, en fait, aux élèves qui ont le moins de connaissances sur le sujet, aux moins instruits. C'est-à-dire que... Parce que le terrain est plus vierge. Le terrain est plus vierge, ils ont une potentialité d'apprentissage qui est plus importante. Alors là, derrière, il y a encore de la théorie. Parce qu'ils ont peut-être moins de filtres qui leur fait rejeter aussi. Il y a ça, mais il y a surtout la loi de l'apprentissage qu'on appelle en informatique. C'est une théorie qui dit qu'effectivement, quand on n'a rien à apprendre, on apprend très vite au début. Et plus on sait quelque chose sur un sujet, moins on apprend vite parce qu'on va plafonner finalement sur son savoir. Et finalement, à la fin, on sait tout, ou quasiment tout. On croit qu'on sait tout, donc on croit qu'on sait tout, mais il a toujours un epsilon évidemment. Et donc je me suis dit, en fait, ok, on peut essayer avec les faibles entre guillemets. Et qui sont les faibles sur le territoire? Qui pourrait être ciblé à ce moment-là en termes d'information pour ce sujet? Alors, petite réflexion à nouveau. Il y a deux catégories d'individus. Il y a les faibles au sens apprendre des ovnis entre guillemets, ou enfin être familier de ces notions. Donc ils sont complètement vierges par rapport aux ovnis, oui. C'est plutôt des gens qui sont en général dans des milieux éduqués, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens, quand je dis éduqués, qui ont suivi des études et qui ont été un peu... Et que la prétention du savoir. La prétention du savoir, si on veut. Et qui ont une attitude en général un peu plus voyageuse, c'est-à-dire ouverte sur le monde, qui ont eu tendance à discuter avec beaucoup de gens différents, et qui ont eu comme ça l'occasion d'en parler, d'échanger, de se poser la question de l'autre, et là en l'occurrence de l'autre qui pourrait venir de très loin. D'ailleurs. Et il y a cette question donc du niveau d'instruction, j'ai envie de dire, sur le sujet. Et puis il y avait quelque chose d'autre aussi qui pourrait caractériser les populations qui seraient un peu plus réticentes au sujet. Il y a la question qui est très importante finalement, qui est la question des valeurs. C'est-à-dire, et qui est totalement centrale ici, et que je pense qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que finalement, si on accepte des idées comme ça, sur des êtres qui seraient venus d'ailleurs, ou des voyageurs, ou des intelligences qui ne seraient pas humaines, on accepte finalement de tordre un peu le cou à sa propre culture, à son esprit trop cartésien ou trop rationaliste, et on accepte donc d'être un petit peu ouvert là-dessus, et là-dessus, si on a des valeurs qui sont trop ancrées, trop figées, et en l'occurrence, alors là je vais être très précis, des valeurs qui sont religieuses, éducation très normée, où on a un Dieu qui explique le monde, et qui vous explique comment ça doit marcher, et qui vous dit voilà, c'est Dieu qui explique tout, et c'est pas des extraterrestres. Ou alors, si on est un rationaliste au sens rationalisme dur, scientifique, mais extrême, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rationalistes, oui. Bon, et où on va dire, finalement, la science peut tout expliquer. La science peut tout expliquer. Nous n'avons pas besoin d'une autre. En gros, Dieu c'est la science, même s'ils le disent pas. Mais malheureusement, il peut y avoir ce petit biais qui arrive. Alors, faut surtout pas mettre tous les scientifiques par pitié dans le même lot. Mais on peut avoir cette tendance un petit peu parfois extrême qui consiste à vouloir penser que la science est capable parfois de tout expliquer aujourd'hui. Et on arrive malheureusement à avoir certains scientifiques qui veulent absolument trouver tout de suite une réponse à des phénomènes ovnis, à vouloir les classer tout de suite, alors que parfois on ne peut pas. On ne peut pas, il faut être raisonnable. Ouais. Et il reste alors ça c'est un milieu sociologique mais qui est faible, le milieu scientifique, c'est moins faible numériquement. Numériquement, ouais. 1% de la population, donc ça compte pour du beurre, j'ai envie de dire, même si c'est très important. Donc on se fiche des scientifiques. Et il y a un milieu où il y a des valeurs effectivement traditionnelles qui est important. C'est tout le milieu
représentés par les personnes qui ont voilà, un sens du terroir, des régionalismes importants et ancrés, et qui ne vont pas effectivement avoir envie forcément de voyager, ou qui ne peuvent pas parce que ça a été leur histoire, leur vie, et qui sont nés comme ça. Et ce milieu social, là en l'occurrence, je me suis dit un jour, qu'est-ce qui pourrait l'identifier? Et je me suis dit, peut-être que le Front National, ça marcherait. Alors, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire, et je me suis dit, mais oulala, dans quoi tu t'embarques, Michael? C'est très dangereux. En plus, déjà, le sujet des ovnis est compliqué. Alors, va mettre le Front National là-dedans. Et, en fait, c'est pas si idiot. C'est pas si idiot parce que le Front National, derrière cette population, il y a une population de gens qui défendent des valeurs. Et des valeurs, justement, de terroir, de culture importante. Et souvent des gens issus de milieux populaires et modestes. Et ça calait très bien avec la population que je cherchais. Et je me suis dit, effectivement, rétrospectivement, on a souvent des gens, et souvent les gens de milieux populaires, qui, dans les témoignages ovnis, et moi j'ai eu plusieurs fois la chose au GEPAN, qui nous disent, s'il vous plaît, n'en parlez pas autour de vous, ne dites rien. Et c'est souvent des milieux qui sont assez pauvres, où des gens vont avoir tendance autour de ces personnes à se moquer, parce qu'ils ne savent pas, tout simplement, et parce que il y a une certaine, finalement, méfiance. Et on aurait tendance à penser l'inverse. On aurait tendance à penser que des gens, entre guillemets, plus ils sont simples, plus ils vont croire. Plus ils sont simples, plus ils vont croire. Mais pas du tout. C'est totalement l'inverse. Ce sont des gens qui ont tendance à vraiment se méfier, justement, par peur du ridicule. Par peur du ridicule. Mais on a vu avec l'affaire de Wild, hein, le malheureux de Wild, à qui était arrivé qui est un superbe cas d'ovni, comme il a été ridiculisé par la presse. C'est épouvantable le traitement qu'il a subi. Hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que cette peur du ridicule, malheureusement, a fait beaucoup de mal à l'étude des témoignages, et des ovnis en général. Et elle existe aussi, faut bien le reconnaître, dans le milieu scientifique. Alors là, je voudrais faire une parenthèse qui est tout à fait étonnante. Il se trouve que je me suis entretenu longuement avec un scientifique brillantissime, qui est André Breuil, que je dis son nom parce que y a rien à cacher. André Breuil, que vous voyez tout ce qu'il sait, l'astrophysicien absolument extraordinaire, l'homme qui très jeune a découvert les anneaux de Neptune. Il les a tellement bien découverts que il a fait déplacer le trajet d'une sonde voyageur en disant aux voyageurs, vous allez heurter les anneaux de Saturne, qui étaient censés ne pas exister. Il a réussi à convaincre les Américains qui ont déplacé le voyage de voyageurs. André Breuil a travaillé entre autres au projet Cassini, etc. Et alors, parlant longuement avec lui pour un long entretien que j'ai fait paraître, à un moment, il a littéralement explosé au sujet des ovnis. Et il a dit cette phrase, et s'il l'entend, on peut la lui rapporter, et il a dit, c'est une telle stupidité, ce sujet, que j'ai dit à mes élèves, si l'un de vous ose publier un livre dans une maison d'édition qui a publié un livre sur les ovnis. Il ne dit pas à ses élèves, si vous publiez un livre sur les ovnis. Si vous allez dans une maison d'édition qui a poussé le ridicule jusqu'à publier un livre sur les ovnis, je ne vous accepte plus comme élève. Alors là, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé. Moi, j'ai publié un livre sur les ovnis aux éditions Plomb. Les éditions Plomb, en principe le meilleur éditeur de France, l'éditeur du général de Gaulle, qui n'avait jamais publié de livre sur les ovnis, et c'est Plomb qui m'a commandé cet ouvrage. Silence. Mais alors, voilà un exemple de scientifique, mais tellement intelligent, tellement brillant. Il phosphore l'intelligence, c'est une pépite. Il parle à toute vitesse, c'est une mitraillette quand il parle. Trajet étonnant pour un astrophysicien. Il faut savoir que André Breuil, qui sort d'une famille de mineurs. Donc c'est quelqu'un dont toute la famille a travaillé sous terre. Et d'un seul coup, dans cette famille très modeste, arrive ce petit génie qui devient astrophysicien et qui, lui, vit dans l'espace. Fin de la parenthèse, mais c'est un exemple de scientifique brillant, complètement fermé. Et je crois, encore une fois, c'est la question des valeurs, c'est-à-dire beaucoup de personnes comme ça travaillent dans un environnement qui pense doit apporter tout ce qu'il faut pour répondre, effectivement, aux conceptions sur l'univers, sur le monde, et sont persuadés qu'effectivement tout ce qui en sort n'est pas bon. Et il y a là derrière un réflexe de défense, un mécanisme presque immunitaire. Et ce sont ces mêmes réflexes de défense qu'on va retrouver
au niveau des populations qui effectivement ne sont pas habituées à raisonner avec ce genre de sujet et qui vont effectivement se protéger en évitant d'en parler. Mais alors, ce qui serait intéressant, puisque tu as établi la carte des manifestations OVNI, est-ce qu'elle correspond un peu à la carte de l'implantation, je ne sais pas si ça existe, ça doit certainement exister, la carte de l'implantation du Front National en France? Eh ben c'est ça que j'ai voulu vérifier, évidemment. Alors là, je me suis dit, eh oui, faut tout de suite le voir. Et le résultat a été remarquable, c'est-à-dire que meilleur qu'avec les sites nucléaires. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est absolument étonnant. Et là-dessus, je me suis dit, bon, effectivement, ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement de l'apprentissage. Il y a peut-être, là on est en train de reboucler par un autre moyen de calcul, c'est-à-dire qu'on a vu que j'avais vu qu'il y avait peut-être de l'apprentissage avec les données dans le temps, avec les vagues d'observation. Et là, en le vérifiant comme ça, avec une population, ce ne sont pas du tout les mêmes données, je précise, puisque là, ce sont les données du GEPAN, en l'occurrence. Ça m'a vraiment scié, et je me suis dit, mais il y a peut-être bien quelque chose. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'accord, si on le confirme, qu'est-ce que ça veut dire ce travail des superviseurs, entre guillemets, enfin, ou soi-disant superviseurs de cette intelligence? Attends, ce que je te propose, on va peut-être faire une petite pause musicale et on va passer au superviseur après. Hein. D'accord. Avec Michael Vaillant, qui vient de nous révéler encore une petite bombinette tout à fait inattendue. Alors tout de suite, je pense, Michael, parce que toi tu travailles avec le GEPAN, par définition, le GEPAN n'est donné que pour la France. Oui. Parce que ça serait quand même bigrement intéressant que les autres pays, il faut pas oublier que les pays étrangers nous envient le GEPAN, même si les Français crachent sur le GEPAN, enfin certains, pas tous. Les pays étrangers sont absolument en admiration. Tu étais pas là sans doute, mais quand Leslie Kean, par exemple, la journaliste américaine, parle du GEPAN avec le plus grand respect. Elle rend le plus grand hommage au GEPAN dans son bouquin en disant si on avait quelque chose pareil aux États-Unis, etc. Bon, ça serait intéressant de voir si les autres pays pourraient faire le même travail de corrélation entre l'implantation spatiale, enfin locale, des manifestations OVNI, et cette population un petit peu spécifique qui semblerait être ciblée. Voilà. Et vous avez fait des échanges avec, je sais pas, les Anglais, les Américains? Et malheureusement, encore une fois, le GEPAN ne s'occupe que de la France, puisque c'est quand même avec nos impôts. Mais ils peuvent suggérer amicalement. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se faire, mais plus sous forme d'échanges informels, dans la continuité du CAIPAN qui a eu lieu l'année dernière, qui est un colloque scientifique qui a eu lieu à Paris, organisé par le GEPAN. Mais il a été a priori suggéré de continuer à travailler comme ça de façon informelle, mais sans plus. C'est-à-dire on va donner du conseil, c'est ça que ça veut dire, aux autres organismes qui souhaiteraient effectivement s'inspirer des méthodes de travail du GEPAN, mais on n'a pas vocation à travailler à leur place, d'autant plus que le GEPAN, il faut quand même le savoir, c'est une toute petite équipe de 4 personnes. Ah oui, c'est hallucinant. Hein. Donc, enfin, vous avez des experts extérieurs quand même, mais c'est vrai. On a des experts extérieurs, mais hein. In situ, voilà, nous sommes 4 et même moi je suis à mi-temps pour le GEPAN, c'est-à-dire je ne travaille même pas à plein temps. Donc on peut pas faire un boulot non plus de 200 personnes quoi. Et c'est bien pour ça que on s'appuie sur un réseau de bénévoles français aussi et d'experts. Ah, le GEPAN a repris des bénévoles parce qu'il a eu des problèmes le GEPAN avec les bénévoles, certains ne respectant pas les consignes de silence et il y a eu comme des petits... Ça s'est pas arrêté en fait. Alors si vous voulez, avec les consignes de silence, c'est vrai que le GEPAN a été très prudent, peut-être excessivement prudent à mon goût, mais ça c'est un choix que je respecte. C'est-à-dire que il avait été demandé aux bénévoles du GEPAN de ne surtout pas faire d'écart et de ne pas commencer à, entre guillemets, parler
en leur nom pour le GEPAN directement, et il y en a eu qui effectivement se sont exprimés dans ce sens-là. Donc ils ont été virés. Ils ont été virés. Il y a voilà, à l'époque, Jacques Battenet avait voulu faire des mesures un petit peu comme ça, tranchées. Faire des exemples. Exemples, ça ne mais se reproduise pas. Oui. Bon, je crois que le message a été bien passé, et surtout ce qui s'est passé ensuite dans les années qui ont suivi, c'est que le nombre de bénévoles travaillant pour le GEPAN avait été mal calibré, c'est-à-dire qu'il y avait une centaine de bénévoles, ce qui était beaucoup trop par rapport, entre guillemets, au format des enquêtes telles qu'il était effectué par le GEPAN. C'est-à-dire que le GEPAN était susceptible de confier une cinquantaine d'enquêtes par an. Oui, alors s'il y a 100 enquêteurs... Oui. Donc c'est à 100 enquêteurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enquêteurs sur le carreau qui n'ont pas de travail, qui s'ennuient, qui ne comprennent pas ce que fait le GEPAN. Donc la voilure a été réduite lorsque Xavier Passot est arrivé, et avec une vingtaine d'enquêteurs qui, pour le coup, ont été formés, donc ça c'est une très bonne chose, aux méthodes d'enquête avec des méthodes d'entretien psychologique en particulier. Ah, pour les former, c'est quand même voilà. Oui. Et aussi à des outils donc de cartographie et informatique, avec toute une méthode de compte rendu d'enquête qui leur a été demandée et fournie. Donc, voilà. Attends, on reviendra à notre sujet, je fais juste une petite parenthèse. En dehors de ton travail statistique, etc., tout ce dont tu nous as parlé, est-ce que toi-même tu as fait des enquêtes sur le terrain? Oui, j'ai eu l'occasion de faire quelques enquêtes. Alors plus, encore une fois, quand il fallait faire des reconstitutions avec des données à la clé, c'est-à-dire des reconstitutions 3D. J'ai fait pour le Golfech une reconstitution, par exemple, du site. Ce qui t'a amené à être convaincu qu'il s'agissait bien d'un... Non, moi je ne suis pas convaincu. Oui, attention, oui, oulala, le mot. Bien sûr. Oui. Non, Pandé veut dire que, encore une fois, on ne sait pas. Il y a un doute sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a probablement eu quelque chose, très probablement, mais au-delà de ça, que dire simplement, la reconstitution, par exemple, a permis effectivement de bien visualiser les conditions dans lesquelles, et avec le témoin, de travailler en direct à l'écran les conditions dans lesquelles ça s'est produit, ça s'est passé. Donc voilà sur le genre d'enquête sur lequel j'interviens et pour lesquels... Tu as travaillé avec les drones ou pas du tout? Alors sur l'affaire des drones, c'est quand même assez particulier, parce que, alors bon, sauf si on considère qu'effectivement dans le Golfech c'était un drone, mais c'est possible, hein, un drone non identifié. Ça a été en fait confié à la justice. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a une enquête qui a été ouverte, c'est devenu confidentiel, et le dossier est suivi par la justice, et le GEPAN n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la justice s'est saisie du dossier, les informations ne peuvent pas être communiquées au GEPAN. GEPAN, voilà. Organisme qui, je le répète ici, est quand même financé par le contribuable. Oui. Ben attends, absolument. C'est sa spécialité, sa vocation de s'occuper de ce genre de dossier. Il se passe quelque chose, il ne peut pas avoir accès au dossier. Excuse-moi, mais j'ai l'impression de nager dans un océan. Eh bien, il faudrait que la justice demande au GEPAN, à ce moment-là, d'être expert dans l'affaire. Mais ça n'a pas été visiblement le cas. Moi, ce que j'ai... Monsieur Passot, je sais pas si c'était lui à l'époque, pourrait peut-être faire la danse des 7 voiles auprès de la justice pour que lui soit confié ce dossier, non? Je pense qu'il a effectivement, alors ça je peux pas te le confirmer, mais qu'il a fait une demande dans ce sens. Je pense, je n'en suis pas sûr à 100%. Par contre, ce qui est tout à fait possible et plus facilement, c'est que les témoins qui sont observateurs de phénomènes au-dessus de centrales nucléaires, depuis cette affaire, témoignent directement au GEPAN. Ça reste tout à fait envisageable. Ils ont le droit quand même. Personne n'interdit à un témoin de confier son information à deux sources différentes. Et de dire d'un côté je confie à la justice, et de l'autre côté, je confie au GEPAN. Un petit appel aux témoins, alors d'aller passer et voir le GEPAN et le déposer, c'est quand même important. Hein, complètement possible. Et ça, c'est vrai que on a eu, je crois, un autre témoignage sur un site nucléaire depuis, mais
encore une fois, je ne suis pas de près la vie des enquêtes au quotidien, puisque je suis plus dans un travail effectivement sur les outils, et sur les statistiques et sur le fond entre guillemets de la structure du GEPAN. D'accord. Alors, pour revenir à cette histoire de répartition dans l'espace, ce qu'il y a de fondamental là derrière, c'est vraiment et de ce qu'on peut en dire, c'est vraiment la question des valeurs. C'est-à-dire, finalement, le phénomène semble, entre guillemets, être présent là où il y a des valeurs fortes. Et donc une culture forte, c'est ça que ça veut dire surtout. Et une résistance. Et de la résistance à l'extérieur. Alors c'est là où ça résiste le plus que le phénomène se manifeste le plus. Exactement. Oui. Et donc avec cette optimisation, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et là on va revenir sur des arguments un petit peu philosophiques aussi qui m'ont conduit à l'origine à chercher des corrélations spatiales. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser un jour l'homme, et déjà aujourd'hui du reste, en termes de science, en termes d'exploration et de sujets pour le futur. Qu'est-ce qui va continuer à nous motiver ? Et je pense que quelque chose de tout à fait central, c'est la défense de l'environnement, des écosystèmes et de l'équilibre de ces écosystèmes à long terme. Et plus l'homme évolue dans sa technicité, dans sa capacité à maîtriser l'environnement, par la technologie, en mettant des capteurs dans l'environnement, en collectant de l'information, plus il est capable de modéliser cet environnement et de prévoir et de prévenir ce qu'il va s'y passer. Exactement comme dans la météo, sauf qu'on généralise totalement et de plus en plus la maîtrise instantanée de ce qu'il se passe dans l'environnement. Et par exemple, on a le trafic en temps réel sur les routes. La météo est de plus en plus fiable. Mais cela concerne tous les champs d'activité. Ça concerne l'écologie et l'état de la mer, l'évolution des villes, etc., les systèmes économiques. L'eau, bien sûr. Et l'eau, bien sûr. Et dans cette capacité à modéliser, on va chercher aussi une capacité à, bien sûr, anticiper de plus en plus loin et de plus en plus longuement. Et pourquoi on anticipe ? On anticipe pour prévenir, évidemment, pour essayer de savoir ce qu'il va se passer, pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et faire les meilleurs choix par rapport à l'avenir, par rapport à l'espèce que nous sommes, en général, c'est pour essayer de nous préserver, c'est-à-dire de nous préserver des risques qui pourraient arriver. Un météore qui pourrait tomber sur la Terre, la NASA lance un programme pour pouvoir essayer d'identifier tous les bolides qui traversent dans l'espace. Et que ce soit la montée des eaux, ou que ce soit n'importe quel phénomène violent qui pourrait arriver, et même le Soleil, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, la survie de l'espèce est de plus en plus finalement engagée dans les projets à long terme, et en particulier dans les projets à l'échelle mondiale, si on regarde un peu ce qui se dit au niveau de l'ONU et de ses centres d'intérêt, tout ce qui touche justement aux risques systémiques environnementaux. Et pour faire face à ces dangers, une espèce va chercher à avoir ce qu'on appelle un maximum de résilience, c'est-à-dire de résistance face à des déséquilibres qui pourraient être provoqués dans l'environnement. C'est-à-dire des capacités à surmonter les problèmes, à trouver des solutions face à des choses qui pourraient être totalement périlleuses, même mortifères, mais qu'on n'aurait pas pu prévoir dans l'environnement. Et la société humaine est un peu à l'image d'une société de fourmis, c'est-à-dire qu'elle est composée de plein d'individus très différents, mais qui ont des compétences aussi qui permettent, parfois pour certains totalement inutiles en temps normal, mais qui peuvent permettre, s'il y a un grave problème, à l'espèce de rebondir et de survivre. Donc il y a tout là derrière la question de l'intelligence en réseau finalement, et de l'intelligence collective. C'est-à-dire comment nous dans le futur on peut arriver à s'organiser pour prévoir de mieux en mieux ce qui se passe dans notre environnement, pour continuer à finalement pérenniser nos équilibres dans le temps.
Et comment... parce que quand on dit évidemment apprentissage, ça veut dire quelque chose qui à long terme va servir aux générations futures. Exactement. L'apprentissage n'est pas innocent, et c'est là où on va en venir. C'est-à-dire que comment continuer à développer cette intelligence si on est un peu raisonnable. C'est-à-dire comment continuer à essayer de travailler de façon à construire cet avenir. En fait, construire cet avenir à l'échelle d'une société, ça veut dire construire collectivement avec des individus très différents, capables d'apporter des regards différents sur le monde et capables de coopérer effectivement à cet équilibre. Et ce que je pense, ce que j'ai souvent imaginé, c'est qu'une civilisation très avancée, une civilisation du futur, sera effectivement très intéressée par toutes ces questions, à la fois d'écosystème, d'équilibre, des équilibres de l'environnement, d'où les intérêts portés peut-être par les sites nucléaires et par les sites industriels, intérêts sur effectivement tout ce qui peut être susceptible de perturber l'environnement, mais aussi intéressés par, j'ai envie de dire, l'émergence et la création de ces intelligences locales différentes qui prennent conscience chacune à leur niveau à la fois de leurs atouts et de leurs différences et qui sont capables de se connecter aux autres et d'apporter leur pierre. Et on crée de l'intelligence collective en allant chercher comme ça des gens différents et en arrivant petit à petit à établir une communication entre les individus, mais une communication qui ne doit pas être trop massive, une communication qui doit être légère, qui doit permettre à chacun de s'exprimer et de conserver ce qu'il est, c'est-à-dire son ADN en quelque sorte, son libre arbitre et sa capacité à être autonome et à prendre des décisions librement, et surtout à lui conserver son regard sur le monde. Et là où c'est très intéressant et très important, c'est que ces regards sur le monde, on peut pas les dupliquer. Ces regards sur le monde, ils sont uniques, ils correspondent à des émergences locales, ça naît comme des fleurs dans un environnement qu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, déplacer parce que elle n'aboutirait pas, ces intelligences et ces cultures, à la même forme, parce qu'une culture, elle est bâtie sur des milliers d'années, des centaines d'années. Une cuisine est fabriquée parce que elle est adaptée à un lieu, à un espace, une façon de s'habiller, une façon, effectivement, de construire l'habitat. Et tout cela, derrière, toute la construction symbolique, c'est-à-dire le langage, la façon dont effectivement on utilise des mots pour décrire son environnement, comme les gens qui vivent dans le nord, dans la glace, ils ont des dizaines de mots pour décrire les états de la glace. Et il y a des gens qui effectivement qui vivent dans le sud. 80 mots, a dit Malheureusement. 80 mots. 80 mots pour exprimer la glace et la neige. Et ça, ce sont des trésors, c'est-à-dire ce sont des façons de regarder le monde qui n'appartiennent qu'à eux et qui sont effectivement qu'on ne peut pas déplacer parce que alors on peut les déplacer artificiellement, on peut faire un copier-coller, mais ce copier-coller n'a pas de sens et n'a pas de fonctionnalité si on le déplace dans un environnement qui n'est pas celui dont il est issu et qui n'a pas été façonné effectivement pour être, et je prends souvent le mot dans une forme de syntonie, d'équilibre harmonique avec son environnement, parce que l'objectif, c'est d'arriver à construire des harmonies, des équilibres dans les environnements dans lesquels nous sommes tous implantés, dans lesquels nous vivons. Alors, si je te suis bien, cet apprentissage consisterait un peu à nous apprendre, à nous fédérer pour communiquer et pour comprendre ensemble dans une certaine direction. Alors, il y a de cette idée, il y a tout à fait de cette idée, et même plus, il y a l'idée, je ne sais pas si vous avez vu derrière les apparitions d'OVNI, moi ce qui m'a toujours stupéfait, alors même si je ne suis pas un grand adepte de l'étude en tant que telle des apparitions, il y a un côté très croustillant dans les apparitions, c'est-à-dire que c'est très caricatural. On peut avoir le robot qui marche effectivement comme une boîte de conserve. Alors on peut se dire mais pour une civilisation du futur mais c'est ridicule, c'est totalement aberrant. Ou alors on peut avoir effectivement un ovni dans les années 50 qui ressemble à un bobsleigh des années 40 et en fait une voiture de course. Et en fait c'est vrai que on se rend compte que l'OVNI s'adapte en fait effectivement à la création et à la culture humaine et les représentations qu'on se fait du futur. Oui, j'ai beaucoup étudié ce phénomène dans mon livre, mais moi ce qui me frappe encore plus, c'est que là
et ton étude le démontre bien, il y a quand même une focalisation du phénomène OVNI autour des sites nucléaires. Oui. Or, quand on étudie le phénomène OVNI, on s'aperçoit que le premier discours des contactés, les premiers contactés américains, de quoi est-ce qu'ils nous parlaient? Du péril nucléaire. Depuis tout le temps, nous avons cette obsession du péril nucléaire dans le discours des contactés, des enlevés, etc. Et maintenant, où les centrales sont implantées à peu près partout et tout le monde sait maintenant où elles sont, c'est là qu'il semblerait que les ovnis se baladent. Ils ne vont pas faire passer des messages directement dans le cerveau des gens qui vont dire la planète est en danger, etc. On reprend les discours d'Adamski et compagnie. Mais les ovnis nous disent regardez ce que nous surveillons. Je dirais à nos auditeurs d'aller se renseigner sur, par exemple, sur l'incident de la base de Minot aux États-Unis, cette grande base, la plus grande base nucléaire américaine dans le Dakota, qui a été visitée par les ovnis et où les têtes d'ogives ont été désactivées pendant un certain temps, à la grande stupeur des autorités militaires, ce qui a valu le renvoi de militaires, parce qu'on ne pouvait attribuer ça qu'à des fautes lourdes, ce qui n'était pas le cas. Enfin, vraiment cette thématique du nucléaire dans l'OVNI, quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Elle a toujours été effectivement très présente, et c'est bien pour ça qu'elle valait la peine d'être vérifiée, et qu'effectivement, là, ce que l'étude semble dire, c'est qu'il y a bien quelque chose. Et alors, pour moi, il y a deux niveaux de communication en réalité. C'est-à-dire que il y a et là je conclus juste avec ce que je disais avant. Il y a une espèce de communication vers le grand public qui se situe au niveau des valeurs, au niveau de la symbolique. Et pour ce qui est de la symbolique, qui serait dans un mode de un peu un jeu de théâtre, un jeu de marionnettes, c'est-à-dire que l'observation en tant que telle est totalement abracadabrantesque, mais elle est faite plus pour, entre guillemets, faire réfléchir et faire en sorte que les observateurs et ensuite la société s'approprient quelque part des concepts et fabriquent leurs concepts avec leurs propres mots. Et surtout pas qu'il y ait une imposition de concepts ou d'idées venues d'ailleurs et préfabriquées. On a exactement le même principe aujourd'hui avec la défense du français, on ne veut pas des mots anglais, etc. Et là, c'est un point de vue quand même qui touche aux fondamentaux, c'est-à-dire y a-t-il une vie ailleurs? Donc c'est des choses qui sont assez lourdes du point de vue aussi religieux à absorber. Et donc ça, ce serait un niveau de communication vers la population, optimisé. Et effectivement, pour revenir sur le sujet des sites pollués industriels, chimiques et nucléaires, il y aurait une communication à ce moment-là qui serait plus de nature politique, qui viserait pour les dirigeants, les décideurs. Ouais. Alors, c'est-à-dire que ces sites sont plus particulièrement normalement surveillés par plein d'outils, de caméras, etc. Il y a des canaux aussi de communication en interne sur ces sites qui permettent de faire remonter l'information s'il y a une intrusion. Donc, a priori, l'information, s'il y a bien eu quelque chose, normalement, elle ne peut pas ne pas être communiquée. Normalement, c'est l'armée, et l'armée, c'est un corps qui est fait pour fonctionner de façon efficace. Et dans le silence, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette. Et transmettre. Alors ça, c'est peut-être aussi son rôle, hein. C'est un rôle aussi de prudence et de défense. Mais je vais pas juger là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, à la limite, ça peut arranger des superviseurs qui aient ce double niveau de communication. Sachant que c'est étanche, on peut tout à fait se permettre de passer des messages à un niveau, en disant attention, comme tu disais, il peut y avoir là des risques, et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, et un message à un autre niveau en parallèle, vers le grand public, qui est plus une notion d'apprentissage, et élargissez un petit peu vos valeurs, faites-les légèrement glisser, et on en revient à des grands classiques qui sont des questions d'ethnocide culturel, développées par Robert Jolin, et puis d'autres ensuite. Et que certains ufologues ont repris en disant exactement. qu'évidemment le grand risque d'une civilisation techniquement supérieure à la nôtre, si elle se manifestait, ce serait qu'elle annihilerait notre culture, parce que c'est toujours la culture dominante qui tue l'autre, hein. C'est le plus faible qui est assassiné. Hein. Voilà.
Et je pense que c'est bon pour ceux qui s'intéressent au sujet en tout cas, c'est quelque chose qui est assez bien compris aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, il faut voir que derrière ça, il y a en plus cette idée et visiblement d'optimisation, en tout cas d'efforts minimal créés pour communiquer, et dans certains cas, les deux niveaux de communication qu'on évoquait, c'est-à-dire la communication à la fois concernant des risques industriels et nucléaires, et de l'autre côté, une communication grand public peut tout à fait être superposée. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire le point d'entrée peut être des personnes qui autour de sites nucléaires, ou des gens travaillant sur le site nucléaire, qui sont des personnes de milieu modeste, qui observent quelque chose, et c'est quand même transmis à l'état-major, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qui diffuse dans le public. Et à ce moment-là, l'optimisation, elle est géniale, parce que on arrive vraiment à communiquer sur les deux plans. Et c'est efficace. Oui. Et c'est efficace. Alors, je parle, ça, c'est quelque chose que je me dis qui serait probablement logique dans cet ordre. Alors, il y a encore quelque chose, juste par rapport à tout ça, et c'est pour finir sur le plan des symboles et des outils symboliques. Les phénomènes effectivement essayent de jouer un petit peu avec ce que nous on pense de ce que sont les ovnis. Alors en tout cas, et dans ce jeu-là, moi très modestement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Enfin, parce qu'évidemment, tu me voyais venir avec une question. Si effectivement, c'est un phénomène qui est une émergence de la conscience collective humaine. Allez, on l'attendait peut-être pas ça là, mais c'est-à-dire qui est un fantasme collectif qui est fabriqué et qui est fabriqué à la limite de façon inconsciente par les gens qui sont sur le terrain, en réponse ou en résonance avec des observations ou des choses qu'ils ont entendues. Et il peut y avoir un effet d'entraînement. Alors Jung en a parlé de cela. À ceci près que Jung précisait bien que le phénomène ovni ne pouvait pas s'expliquer uniquement par une vision archétypale, dans la mesure qu'un archétype ne laisse pas d'empreintes d'engins dans les champs ou de griffures sur les corps. Et là, je suis d'accord. Et là, je suis d'accord. D'une part, je suis d'accord là-dessus. Et d'autre part, il faut bien savoir qu'au niveau de la conscience collective et des études sociologiques qui sont faites, on n'a rien. Aujourd'hui, on est complètement démuni. Et on a encore moins de choses si on doit demain expliquer qu'il y a vraiment une structure dans le temps et dans l'espace et que la conscience collective s'organise comme ça. Il peut y avoir peut-être des effets effectivement de bord locaux, mais je ne pense pas qu'ils soient structurés à ce point-là, en tout cas, dans la durée. Et c'est ça qui est intéressant et qui sera peut-être à découvrir un jour. Alors, dans la mesure où tu dis très clairement que cette communication nous permet d'accoucher et de réactiver nos symboles. Oui. Je suis très étonnée que tu ne mentionnes pas les crop circles dont on pourrait peut-être parler. Oula. Ah, parce que la symbolique manipulée par les crop circles, c'est quand même quelque chose maintenant. Hein. On n'est plus au simple rond et au simple triangle. C'est devenu une sophistication extrême. Est-ce que c'est un dossier que tu as étudié? Ce serait peut-être trop long, d'ailleurs, pour l'aborder ici. Est-ce que tu as étudié un petit peu? C'est un dossier que j'ai un peu étudié, ou même beaucoup, mais qui mériterait probablement une voire deux bonnes heures why not? de travail. Nous prenons date. Hein. Cependant, je tiens à le dire, je ne connecte pas directement, ou pas aussi simplement que cela, ces phénomènes aux ovnis. C'est beaucoup plus indirect là sur ce sujet s'il y avait une connexion. Et là, il faut être très prudent. D'une part, et d'autre part, alors par rapport à ce dont nous avons parlé ce soir, c'est-à-dire sur les ovnis, moi je serais ravi aussi, je tiens à le dire, demain qu'on me dise bon ça marche pas ton truc là, on te démontre que ton équation elle est pas bonne ou qu'elle est je suis absolument pas arc-bouté sur les théories que j'expose ou sur les hypothèses que je défends ce soir. C'est plus que des hypothèses, hein, à partir du moment où il y a une démonstration scientifique, on peut plus parler d'hypothèses. Hein. Il y a d'une part des démonstrations avec des corrélations et effectivement des valeurs mathématiques qui sont effectivement mesurées, mais d'autre part il y a des hypothèses quand même conclusives là où on commence à dire des superviseurs, des personnes etc.
attention quand même. Est-ce que ce n'est pas un effet de la conscience collective humaine qu'on n'aurait pas calculé dans ce niveau de puissance et est-ce que ce n'est pas une civilisation, je sais pas, terrestre cachée, fantasmons, une civilisation venue du futur, ou venue du futur, autre thème à la mode. Voilà. Donc non mais il y a quand même une intelligence à l'œuvre, ça c'est évident. Il y a une intelligence à l'œuvre. Bon, il y a une intelligence à l'œuvre qui a un dessein. Si ce n'est l'intelligence collective, absolument. Oui, et qui a un dessein, c'est-à-dire elle ne s'amuse pas. Elle est là avec sa règle et apprenez. Exactement. Et apprenez de façon sérieuse, c'est-à-dire nous vous enseignons les meilleurs moyens pour apprendre, puisque nous utilisons les techniques que vous êtes simplement, vous les humains, en train de découvrir maintenant. D'ailleurs, le technicien de cette émission à qui je parlais tout à l'heure, à la récréation pendant la pause, me disait que tu peux peut-être intervenir, Yvan. Hein. Oui, c'est par rapport à ces programmes d'apprentissage que j'utilise donc moi-même pour apprendre des langues. Et pour apprendre le japonais. C'est ça, c'est bien ça. Et alors, ils utilisent cette périodicité spécifique dans les répétitions. C'est exactement ce qu'a décrit Michael pendant cette émission. Ça marche exactement de cette façon-là. Voilà. Alors c'est curieux parce que lors de l'apparition des vagues d'OVNI, personne n'avait remarqué, personne n'avait décodé ce rythme de progression. Cette méthode d'apprentissage, c'est curieux, moi j'y avais jamais réfléchi, mais je l'avais pratiquée intuitivement parce que, faisant beaucoup de musique, j'avais remarqué comme tout le monde, et c'est très important de mémoriser une partition, que tu mémorises bien une partition quand tu l'oublies quelque temps et que tu la reprends. Mais j'ignorais tellement qu'il y avait un rythme à respecter dans les pauses. Pour moi, c'est une totale nouveauté et notre technicien ici le sait, hein, lui. Alors voilà, il y a un rythme si on veut faire encore un peu mieux. On n'est pas obligé de le prendre, ce rythme, mais attends, faire mieux. Si on veut encore aller plus vite. Ah ouais, tout de suite, je veux faire mieux. Oui, bon. Alors, petit clin d'œil, quand même, par rapport à cette histoire de vague. On l'a peut-être pas dit, mais la prochaine... Ah oui, ça c'est le bonbon de la fin, alors. Alors, il y a deux choses, voilà. La prochaine... Accrochez votre ceinture. Ce serait pour, si on la calcule de façon très précise, fin octobre 2035. Alors au début j'avais noté novembre 2035, mais la dernière date que j'ai en tête, c'est le 28 octobre 2035. Alors bon, qu'est-ce qui se passe le 28 octobre 35? C'est la prochaine vague ou c'est le contact? Là, moi, ça m'amuse beaucoup. Je le dis un peu comme un joke parce que vous avez comme un outil de météo. C'est-à-dire que on peut effectivement, à partir des données qu'on a, fabriquer un modèle, mais on sait jamais si le modèle sera bon. Et là, le modèle, il donne ça. Donc, on verra. Peut-être qu'il fera mauvais ce jour-là et qu'il fera pas bon. Je un peu les fraises, mais si je suis là, je vais vous dire, je vais noter sur mon agenda. Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh ben, c'est intéressant parce que il y a quand même un objectif. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'objectif, c'est de faire fabriquer finalement, et de facto, même si on le voulait pas, l'objectif il est réalisé, des symboles et imprégner la culture humaine de la culture ufologique. Quelque part, c'est ça que ça veut dire. On est transformé, ça fait 50 ans, on a des films sur les ovnis, des séries, on porte des t-shirts, des casquettes. Enfin, je veux dire, la société a été complètement transformée et elle continue à se transformer. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme. Le bon de la façon dont le phénomène ovni se répand. Alors, maintenant, on peut plus ouvrir une télévision sans avoir des séries, que ce soit fiction, que ce soit documentaire. Avant, il fallait y aller avec des pincettes, hein. Dans la presse, on n'y allait pas, sauf moi qui ai toujours été dans les zones interdites. Mais c'était un sujet complètement tabou. Le physicien, tellement charmeur Michio Kaku, qui doit lire bien sûr, encore récemment disait que c'était un sujet pestiféré pour un scientifique que de s'intéresser aux ovnis et d'en faire part officiellement. Maintenant, on voit des scientifiques qui commencent. L'étude de la découverte, si tu veux, des exoplanètes, et la découverte surtout que nous avons trouvé
une cousine germaine de la Terre habitable. C'est pas tout trouver des exoplanètes. Il faut trouver des exoplanètes habitables. Tout à fait. Ce qui est le cas maintenant. Donc, habitable, ça veut dire qu'ils sont peut-être habités. Peut-être pas par une forme de vie complètement aboutie comme la nôtre. Peut-être beaucoup plus aboutie que la nôtre, nous n'en savons rien. Mais il est de fait que maintenant, toute la communauté scientifique n'a pas peur d'annoncer qu'elle est passionnée par la recherche d'une vie extraterrestre. C'est un discours qui les aurait envoyés sur le bûcher, enfin, au piquet ad vitam, il y a quelques années. Et ça a complètement changé. Effectivement, on a des colloques internationaux sur la recherche de vie extraterrestre, et ça grâce justement au progrès des outils de mesure. Et la NASA a annoncé récemment, ces jours-ci, qu'elle espérait d'ici 20 ans découvrir la vie extraterrestre. Alors pile, ça tombe avec tes dates. Dans 20 ans, ça fait 1935, 2035. C'est assez amusant. Et alors, vie extraterrestre, on s'entend. Pour la NASA, c'est la détection, puisqu'on commence à savoir le faire, dans une atmosphère d'une exoplanète, de composants qui seraient susceptibles effectivement d'être les signatures de la vie. C'est ça, oui. Ah oui, on n'attend pas forcément des bipèdes ou des quadrupèdes ou des poissons, mais enfin, voilà. Et alors 2035, encore une fois, puisque je l'ai pas dit, sur un système de vagues, c'est le 5e apprentissage. Et ce que l'on dit en général sur ces outils, c'est qu'au bout du 5e apprentissage, en général, l'information, si c'est une information qui n'est pas trop complexe, elle est stabilisée pour un bon temps. Elle ne s'oublie plus. Elle ne devrait plus s'oublier. Donc elle a plus besoin de se répéter. Elle n'a plus besoin de se répéter. Effectivement, le temps augmente. Et là, l'échelle de temps, c'est 41 ans entre la prochaine et la précédente. Oui. Et à ce moment-là, ce sera peut-être la fin. Et alors, si c'est la fin, ça veut dire que peut-être on aura à ce moment-là les outils symboliques pour le contact. C'est quand même énorme, ça. Hein. C'est assez intéressant. Ouais. Je peux pas te donner rendez-vous ici le 28 octobre 35. C'est ça. Le 28 octobre, enfin mentalement. Hein. Il faut essayer, touchant du bois. On va prendre des vitamines. Dis donc, avec les transhumanistes, nous devrions y arriver allègrement, puisqu'ils projettent de nous faire vivre 1000 ans. Alors. On va faire beaucoup de sport aussi. Oui, c'est ça. Oui, on va s'arrêter de boire du vin, certainement pas. Alors toi, qu'est-ce que va être ton prochain programme? Enfin, sur quoi vas-tu continuer? Écoutez, là, en fait, je vais, je pense, continuer sur la deuxième partie, plus en termes d'études, qui concerne la connexion avec les valeurs. Parce qu'il faut être prudent en termes de publication scientifique, la première partie ne concerne uniquement que les risques environnementaux. Il n'y a pas la connexion avec le Front National, qui là sert en quelque sorte de variable, et effectivement les valeurs. Et donc ça, c'est ensuite une autre étude qui va être une étude sociologique, oui, qui va être normalement menée, pour essayer effectivement de voir tous les tenants et les aboutissants en termes de sociologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, comment ça peut se comprendre en termes de population? Est-ce qu'on peut mieux le discriminer? Est-ce qu'on peut trouver derrière le Front National une catégorie qui soit peut-être plus pertinente d'individus, etc. Donc ça, c'est un gros travail. Hein. La première étude, déjà, elle a duré 3-4 ans. Et celle-là, elle a commencé, mais je pense qu'il y en a pour 3-4 ans aussi. Ouais. Donc c'est vraiment un résultat qui a été mesuré aujourd'hui, mais qui nécessite d'être bâti dans un discours, et dans un discours scientifique à ce moment-là, où effectivement on explique pourquoi chaque chose arrive. D'accord, oui. Alors ça c'est un sujet, et l'autre sujet, si on voulait, ce serait aussi de continuer à explorer les courbes d'apprentissage, et on pourrait faire ce même... Attends, les courbes d'apprentissage, mais encore, c'est-à-dire ce travail qui a été fait sur les vagues d'observation dans le temps, de le voir avec des scientifiques en mathématiques. Mais là, il faut une catégorie de scientifiques qui concerne en fait les gens qui sont plutôt spécialistes de la bourse en général, et donc de tout ce qui est études des signaux. Mais c'est intéressant parce que
tu as fait allusion à l'impact du soleil Oui. sur les manifestations. Bon. Les rythmologues qui travaillent sur la bourse se branchent également sur l'activité solaire. Ouais, il y a eu cette étude. Ouais. Ah, il y a un rythmologue à Lausanne qui est absolument extraordinaire dans ses résultats boursiers. Il n'est pas très optimiste pour l'instant. Mais voilà, alors... Bah, effectivement, moi j'ai pris connaissance d'une étude qui disait qu'il y avait une corrélation entre l'activité boursière et l'activité du soleil. Alors, ça paraît là aussi un peu fort de café, mais on a aussi ce même genre d'études de corrélation entre l'activité solaire et les taux de suicide. Alors c'est moins rigolo, mais en fait ça voudrait dire que le soleil a peut-être une influence sur les émotions humaines, puisque la bourse par essence est un sujet où les émotions sont extrêmement présentes. Tu me diras que la chute de la bourse peut engager des suicides, mais ça c'est une plaisanterie. Ça c'est aussi un dommage collatéral. Et là-dessus, on peut se poser la question de comment ça se produit. Et les rythmes là qui sont observés sont toujours les rythmes d'activité solaire d'environ 11 ans. Et en fait, lorsqu'il y a de grosses explosions solaires, donc il y a effectivement de la masse coronariale qui est éjectée dans l'espace et qui va atteindre la Terre. Et donc ce plasma qui n'est pas arrêté par la magnétosphère. Alors, si justement, il va se plaquer ce plasma contre la magnétosphère. Et comme c'est un plasma qui est chargé en particules, et que la magnétosphère est un champ magnétique, il va y avoir une interaction, et la magnétosphère peut s'écraser sous la force du plasma, et elle va fluctuer. Et cette fluctuation va engendrer, au niveau du sol, des pannes absolument extravagantes. Ça va engendrer d'une part des aurores boréales, mais là, ce sont plus les particules chargées qui tombent de l'espace et qui arrivent effectivement le long de ces lignes de champ magnétique près du sol, là où il y a des couches denses, mais ça, c'est pas ce que je voulais dire. En l'occurrence, là, ce sont les courants électromagnétiques de très basse fréquence, qu'on appelle les courants ELF, voilà, extremely low frequency, absolument, qui arrivent au niveau du sol, dans ce cas-là, et qui vont rentrer dans la Terre, ou qui vont être parfois captés par des effets d'antenne, ça peut être des lignes à haute tension, ou ça peut être des chemins de fer. Alors ça suivrait et ça peut être des oléoducs, c'est-à-dire des éléments métalliques qui sont suffisamment longs, parce que il faut une antenne dont la dimension corresponde en fait à la longueur d'onde du signal. Et plus l'onde est faible, et plus la longueur, voilà, doit être longue, d'accord. Plus l'antenne doit être longue. Et là, on est sur des antennes de très longue taille qui sont susceptibles de capter le signal. Et c'est pour ça qu'il y a des départs de feu, comme il y a eu au Canada, ou des départs de feu aux extrémités des lignes à haute tension, au niveau des transformateurs, quand il y a eu de grosses éruptions solaires. Alors, ça, c'est un effet mécanique de ces courants électromagnétiques. Et on s'interroge, même si on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui, c'est est-ce que ces fameux courants F n'auraient pas une influence sur l'humeur et sur les personnes, justement, qui auraient cet impact sur justement les émotions, et en particulier ensuite les suicides, la bourse. Mais ça rejoint un petit peu le domaine de la radionique. Oui, mais c'est un domaine qui est de toute façon qui est peu compris, et peu étudié, voilà, qui reste totalement à comprendre. Ouais. C'est encore une piste à suivre, hein. C'est encore une piste à suivre. Tu as pas fini de bosser, hein. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors, ta publication, elle est prévue pour? J'espère courant de l'année, d'ici la fin de l'année. Donc ça dépend pas de moi, ça dépend des revues, hein, et effectivement du processus de publication et de sélection. Voilà. Bien, super, Michael. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était absolument passionnant ce tour. Écoute, merci. Ce tour dans notre conscience apprenante et dans les impositions qui nous viennent pour danser à peu près en même temps, chantant le même chant, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Alors voilà. Donc, Michael, je te remercie. Vous étiez sur Radio Ici et Maintenant. L'émission Marie-Thérèse de Brosse va plus loin avec. Et ce soir, c'était
Michael Vaillant, que je remercie encore une fois, et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Et je te remercie et je vous remercie. À Au revoir. bientôt.